Imaginez un dignitaire nazi, l'un des plus influents du régime hitlérien, architecte de la Luftwaffe, et deuxième homme du Troisième Reich, et pourtant, un homme qui, dans sa jeunesse, a grandi sous l'aile protectrice d'un parrain juif, a épousé une actrice proche de nombreux artistes juifs et a protégé un général d'ascendance juive. Ce paradoxe porte un nom, Hermann Göring. Alors que les nazis promulguaient des lois raciales strictes et mettaient en œuvre la persécution systématique des juifs, l'histoire de Göring et de son entourage juif révèle un jeu complexe d'opportunisme, de contradictions et d'arrangements politiques. Qui étaient ces juifs qui l'ont influencé? Comment leurs relations ont-elles évolué au fil du temps? Et surtout, Göring était-il réellement antisémite ou simplement un pragmatique sans scrupules? Le premier paradoxe dans l'histoire de Göring se trouve dans son enfance. Son parrain, Hermann von Eppenstein, était un médecin et un homme d'affaires d'origine juive, qui s'était converti au christianisme et avait été anobli par l'Empire allemand. Riche et influent, il devint le protecteur de la famille Göring à un moment où celle-ci traversait des difficultés financières. Il offrit non seulement son soutien matériel, mais aussi un toit. Pendant plusieurs années, la famille Göring vécut dans ses luxueux châteaux, notamment celui de Weldenstein. Ce mécénat ne relevait pas seulement de la générosité. Von Eppenstein entretenait une liaison avec la mère de Göring, Franziska. Certains historiens ont même émis l'hypothèse qu'il aurait pu être le véritable père du futur dignitaire nazi, bien qu'aucune preuve tangible ne vienne confirmer cette idée. Quoi qu'il en soit, Göring grandit dans une ambiance où la présence juive ne posait aucun problème. Il appelait son parrain, oncle Hermann, et bénéficiait de ses largesses jusqu'à l'adolescence. Cependant, lorsque Göring commença à gravir les échelons du nazisme, il coupa toute relation avec son bienfaiteur. En 1934, von Eppenstein, malade et affaibli, dut fuir l'Allemagne et mourut peu après en Autriche. Göring n'évoqua jamais son nom publiquement et fit tout pour effacer cette part de son passé. La loyauté de Göring était avant tout opportuniste, son ascension dans le Troisième Reich passait avant toute considération personnelle. Si Göring brisa tout lien avec son parrain, son mariage avec Emmy Sonnemann, en 1935, créa une nouvelle contradiction. Emmy était une actrice de théâtre. Dans les milieux artistiques, la présence de juifs était omniprésente. Avant de devenir la femme du Reichsmarschall, elle avait entretenu des amitiés avec plusieurs artistes juifs, dont certains furent persécutés après l'arrivée des nazis au pouvoir. Lors de leur mariage, Hitler lui-même assista à la cérémonie fastueuse, mais beaucoup de dignitaires nazis voyaient d'un mauvais œil cette union avec une femme du monde du spectacle. Goebbels, qui contrôlait la propagande culturelle, aurait même murmuré que ce mariage était une « faiblesse bourgeoise » de Göring. Emmy tenta à plusieurs reprises d'intercéder en faveur d'amis juifs menacés par le régime, mais sans grand succès. L'un des cas les plus marquants fut celui de Gustav Grandjans, un acteur et metteur en scène qui avait des liens avec de nombreux artistes juifs. Emmy tenta d'obtenir des protections pour lui, mais l'hostilité du régime envers les milieux théâtraux laissa peu de marge de manœuvre. Après la guerre, Emmy affirma avoir été apolitique et ne pas avoir partagé l'idéologie de son mari, bien qu'elle ait profité pleinement de son pouvoir et de sa fortune. L'histoire de Göring et des Juifs de son entourage ne s'arrête pas à sa famille. Un autre cas fascinant est celui d'Erhard Milch, au responsable de la Luftwaffe, dont le père était d'origine juive. Selon les lois raciales nazies, Milch aurait dû être exclu de l'armée et persécuté. Mais Göring, qui tenait à ce précieux collaborateur, lui trouva une solution sur mesure. Il persuada Hitler de lui accorder un statut d'Arien d'honneur. Göring, qui n'était jamais à court d'un bon mot, aurait même plaisanté sur le sujet en déclarant « C'est moi qui décide qui est juif ou pas dans la Luftwaffe ». Cette phrase illustre bien son attitude pragmatique vis-à-vis de l'idéologie nazie, tant qu'un homme lui était utile, son origine importait peu. Milch resta fidèle à Göring jusqu'à la fin du conflit, mais après la guerre, il fut arrêté et jugé à Nuremberg. Il fut condamné à la prison à perpétuité avant d'être libéré en 1954. Son parcours témoigne de la manière dont certains nazis ont manipulé les lois raciales à leur convenance lorsqu'il s'agissait de préserver leurs intérêts. L'attitude de Göring à l'égard des Juifs a souvent été qualifiée d'opportuniste plutôt que fanatique. Contrairement à Hitler, Goebbels ou Himmler, il ne nourrissait pas une haine viscérale à leur égard. Il était bien plus préoccupé par le pouvoir, la richesse et le prestige que par la question raciale. Cependant, cela ne signifie pas qu'il était innocent.
Il fut un acteur clé dans la mise en place de la persécution des Juifs. En 1938, après la nuit de cristal, c'est lui qui ordonna la confiscation des biens juifs et leur transfert au Reich. Il dirigea aussi la politique d'arianisation de l'économie allemande. Enfin, en 1941, il signa l'ordre qui accéléra la solution finale, bien qu'il ait laissé Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich gérer les aspects les plus sordides du génocide. L'histoire des Juifs dans l'entourage de Göring est un miroir de son propre opportunisme. Tant que ces personnes lui étaient utiles, il leur offrait sa protection. Mais dès qu'elles représentaient un obstacle ou une menace pour son ascension, il les abandonnait sans scrupule. Ce cynisme, cette capacité à jongler entre les contradictions, résume bien la personnalité du Reichsmarschall. Mais qu'en pensez-vous? Göring était-il un antisémite convaincu ou simplement un opportuniste dépourvu de toute morale? Laissez votre avis en commentaire, likez cette vidéo et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun sujet historique aussi fascinant que celui-ci.